Bonjour, bonjour à tous. Allez, on continue le CCNA 2, le chapitre 1. Je pense que je vais faire finalement les examens parce que j'ai eu quelques retours comme quoi c'était quelque chose de bien, des commentaires que j'ai eu. Du coup, pour le moment, je vais laisser. Après, on verra si le nombre de vidéos était très important. Je vais baisser un peu le nombre de vidéos en sacrifiant cette partie. En plus, c'est des vidéos qui sont rapides et généralement, je pense que vous pouvez les voir facilement. Et ça vous permet surtout de valider des connaissances de chapitres et ça vous permet également d'aborder des sujets que peut-être j'ai pas abordés pendant l'explication du cours. Allez, sans plus tarder, on commence directement par la première question. Je vais dire ici examen. Juste pour info, pour ceux qui l'ignorent, j'ai publié quelque chose sur la chaîne qui dit que finalement vous avez eu le résumé de la CCNA 1, tout le monde me l'a demandé. Je sais que j'ai eu au moins, je ne sais pas combien de demandes de ceux qui souhaitaient l'avoir. Du coup, vous pouvez l'avoir. Il est là, il est en description de chaque vidéo. Oups, j'arrête ça. Il y a une vidéo qui se lance. J'arrête ça. Du coup, il est en description de toutes les vidéos. Ici, quelque part en bas, vous avez la partie... elle est où la partie pour télécharger le résumé du cours de CCNA 1, vous pouvez directement cliquer sur ce lien-là. Vous allez tomber sur le lien qui vous permettra de le télécharger. Je l'ai mis en version PDF et comme ça, vous allez pouvoir le voir tout simplement. Après, bon, si ça vous arrange, pourquoi pas. Je vais essayer de faire pareil aussi pour le CCNA 2. J'ai mis les quelques chapitres qui me paraissent les plus importants. Par exemple... tout le CCNA 1, toute la playlist de la CCNA 1 que je trouve quand même très important à faire si vous commencez directement la CCNA 2, c'est vraiment pas quelque chose que je vous souhaite faire. Aussi les vidéos sur l'adressage IPv4, également la vidéo qui parle de l'adressage IPv4 en détail, celle qui traite la partie IPv6 en détail. Du coup, si vous ne comprenez pas très bien de quoi je parle quand je dis 2001, café, etc., il vous suffit d'aller voir cette vidéo. Et puis celle qui est après, bon, moi j'ai publié juste une seule. Après, si vous suivez toute la série, vous pouvez voir évidemment la totalité des vidéos. Après, j'ai parlé également... après, j'ai suivi, oui, ici pour suivre la CCNA 2 ou bien la totalité des chapitres ou la totalité des formations sur la chaîne. Du coup, si vous souhaitez voir le résumé de la CCNA 1 pour résumer, il est quelque part ici et que vous allez pouvoir facilement récupérer en PDF tout simplement. Allez, on continue. On commence maintenant sans plus tarder. On commence l'examen de la CCNA, de chapitre 1 de la CCNA 2. Alors, la première question, j'ai choisi cette question exprès parce que c'était un sujet, je crois, que je n'ai pas abordé et je sais pourquoi je n'ai pas abordé. Quelle commande affiche les informations et sur le paramètre AutoMDX pour une interface donnée? Petit rappel, on a dit dans le chapitre précédent que le AutoMDX, c'est ce qui permet de bypasser le choix d'un câble droit ou croisé. Du coup, il vous suffit dorénavant d'utiliser des câbles droits partout pour que ça marche, même si vous avez par exemple deux switches à interconnecter, cela ne posera plus aucun problème car l'utilisation de l'option AutoMDX permet de pallier à ce problème-là. Du coup, je ne vous ai pas montré la commande pour la simple raison que c'était une commande inexistante sur Packet Tracer. Si vous passez la commande Show Interface, vous n'aurez pas les résultats. Après, la vraie réponse et la bonne réponse, c'est la commande Show Controller. C'est la commande qui est là. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer sur Packet Tracer, mais c'est la commande qui vous permettra de voir les détails de l'option AutoMDX. Du coup, si vous travaillez sur un switch réel, vous aurez certainement l'occasion d'utiliser cette commande. Du coup, c'est bien d'avoir cette information. Alors, si une extrémité d'une connexion Ethernet est configurée en mode full duplex, essayez, comme je vous dis toujours, pour se préparer bien aux examens, de souligner les quelques mots qui vous intéressent le plus. Là, on parle de full duplex et l'autre extrémité de la connexion est configurée en mode semi-duplex. Où seront localisées les collisions tardives? On a parlé des collisions tardives, on a dit le fait d'avoir les collisions après passage des premiers 512 octets. Et c'est un phénomène associé principalement à ce genre de situation quand vous avez une interface d'un côté, si je dessine ici un switch
je dessine à côté un autre switch. Je ne sais pas pourquoi, par défaut, il me met toujours le rouge. Je vais utiliser le noir. Du coup, si vous utilisez une interface d'un côté en full duplex, l'autre en semi-duplex, on a parlé de la micro-segmentation, on a dit qu'elle ne sera pas existante dans le cas de semi-duplex. C'est ce qui fait que quand vous envoyez, vous recevez en même temps, il y aura tout simplement une collision. Et par contre, là, vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir sans aucun problème. Du coup, ici, celui-ci, c'est le full et celui-ci, c'est le semi. Alors, la question, c'est quoi? C'est où la collision va se produire. Évidemment, si vous voyez ici que vous avez quelque part comme ça une autre... Oh là là, comment je dessine mal. Si vous voyez ici comme ça une autoroute, vous avez la possibilité de faire des allées et des retours sans aucun problème. Ça, c'est le port de switch 1. Par contre, le switch qui est à côté, il n'a pas cette option. Je vais simuler comme si la route, elle devient comme ça. Comme ça. Et puis, ça rentre directement sur le port du switch. Et puis, il y a une route à sens unique. D'après vous, la collision, elle va se produire où? Elle va se produire sur le switch qui est en semi-duplex et non pas sur le switch qui est en full duplex. C'est ce qui fait qu'au final, ça ne fonctionne pas parce que celui-ci arrive à envoyer. Celui-ci, quand il envoie, il reçoit en même temps. Il aura une collision parce que le port ne permet pas l'envoi et la réception en même temps. Du coup, la bonne réponse, elle est très simple. On va la chercher d'ailleurs. Sur les deux extrémités, la réponse est fausse. Sur l'extrémité de la connexion en mode full duplex, non. Uniquement sur les interfaces série et puis sur l'extrémité de la connexion en mode semi-duplex. Et du coup, la bonne réponse, elle est quelque part ici sur l'extrémité de la connexion en mode semi-duplex. La question suivante, quelle commande est utilisée pour définir la variable d'environnement boot qui définit l'emplacement du fichier d'image iOS sur un commutateur. Et là, c'est quelque chose qu'on a vu, elle est là d'ailleurs ici. On a dit que ce qui nous permet de définir l'emplacement de système d'exploitation, c'est la commande bootloader ou boot system. Ce n'est ni plus ni moins, la commande c'est boot system, mais la variable d'environnement derrière aussi, elle s'appelle boot system. C'est ce qui permet au final de choisir de quel système d'exploitation on démarre. Je pense que la question était très simple parce qu'on a même fait l'exercice, on a même fait le TP, la vidéo, pas celle d'avant, mais celle encore d'avant. Qu'est-ce qu'un commutateur utilise pour localiser et charger l'image iOS? Alors, qu'est-ce qu'il utilise? La variable d'environnement boot, fichier d'image iOS, le test post, configuration initiale et la NVRAM. J'ai même envie de dire que cette question, si vous voulez, c'est elle qui donne la réponse ici. Vous voyez parfois comment, et j'ai choisi ça aussi exprès pour vous dire que parfois on peut jouer sur les nerfs dans les questions. C'est que je te pose la même question de deux façons différentes. Ici, on a dit quelle est la commande qui permet à la variable d'environnement boot de trouver l'image iOS. Et là, on parle de la commande. Du coup, là, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'un commutateur utilise pour localiser l'image iOS? Du coup, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise tout simplement la variable d'environnement boot. C'est ce qui fait que, vous voyez que c'est en quelque sorte, c'est juste que il est où le stylet? Il est là. C'est juste que dans cette question, on est revenu à l'objet de cette question et on l'a reposé autrement. On n'a pas cherché la commande cette fois, mais on a cherché la variable d'environnement en soi. Du coup, si vous voyez deux questions comme ça successives en examen, vous pouvez diversifier la réponse en disant non, mais ça ne va pas poser la même question deux fois. Non, mais c'est possible quand même. Et du coup, la bonne réponse, elle est bien là. C'est la variable d'environnement boot. Alors, la question suivante, elle a l'air trop facile. Quel protocole renforce la sécurité des connexions à distance? C'est exactement l'objet de la vidéo précédente et on en a abordé. Le FTP, c'est le transfert de fichiers. Le HTTP, c'est Internet. NetBIOS, c'est la recherche des noms chez Microsoft. Le POP, c'est la messagerie. Il nous reste quoi? Il nous reste le SSH. C'est le protocole qui nous permet d'assurer une liaison sécurisée entre les deux points A et B, entre un client SSH d'un côté qui joue le rôle d'un PC et un équipement SSH ou un serveur SSH distant comme un switch ou un routeur. Si vous voulez savoir ou avoir plus d'informations de comment le configurer, il vous suffira de voir la vidéo précédente. Quelle est la caractéristique d'une interface de bouclage IPv4 sur
un routeur iOS Cisco. C'était la dernière chose qu'on a faite dans la vidéo précédente. On a dit que sur un routeur, il est possible de créer autant d'interfaces de bouclage qu'on souhaite. Et puis, ces interfaces de bouclage, ils nous servent à tester des interfaces. Ça vous permettra de tester des pings à des interfaces. Ça vous permettra de les utiliser pour les protocoles de routage. Ça vous permettra de tester la connectivité du routeur. Du coup, si vous êtes loin et vous voulez confirmer que le routeur fonctionne toujours, il vous suffit de tester les pings vers l'interface de bouclage. Et on a dit que l'interface de bouclage est très pratique dans les tests de connexion parce que c'est en quelque sorte l'interface qui ne tombe jamais en panne. C'est ce qui fait que le jour où l'interface de bouclage ne répond pas, enfin, on ne peut pas passer par 36 000 chemins parce que si l'interface de bouclage ne fonctionne pas, ben, ça ne fonctionne pas. Au final, tu seras obligé de chercher à comprendre pourquoi le routeur est tombé en panne. Par contre, si une interface physique tombe en panne, ça se trouve que quelqu'un l'a débranché, ça se trouve que quelqu'un a fait quelque chose, etc. Du coup, la commande No Shutdown est nécessaire pour configurer l'interface à l'état app ou l'état actif. Non, c'est pas vrai. Regardez, si je prends ça sur un routeur réel et j'insère la commande ici, j'insère la commande interface loopback 1, vous voyez que l'interface, regardez ce qui m'affiche, line protocol en interface, etc. Changed state to app. Et du coup, l'interface est devenue directement app. Du coup, une interface de bouclage, c'est une interface virtuelle. On n'a pas la nécessité d'aller activer l'interface. C'est pas un élément physique. Il suffit d'accéder à cette interface et l'interface sera automatiquement active. Du coup, cette réponse est fausse. C'est une interface logique interne du routeur. Oui, ça a l'air bien. Vous voyez le mot logique. C'est pas une interface physique. Interne, oui, c'est vrai, ça ne sort jamais d'un routeur. On peut pas travailler sur une interface à distance ou des choses comme ça. On va voir. Je pense, moi, il me paraît que c'est la bonne réponse. Une seule interface de bouclage peut être active sur un routeur. Bon, c'est faux parce que sur ce routeur-là, regardez, on avait déjà la 0 qu'on a configurée dans le chapitre précédent. Ça, c'est le même TP que la vidéo précédente. Et puis là, regardez, j'ai créé la 1. Et si vous voulez confirmer que c'est bien faux, il vous suffit de tester par exemple une 2. Et vous voyez, elle était créée. Du coup, finalement, c'est faux. On peut créer autant d'interfaces qu'on souhaite sur une interface de bouclage. Elle est attribuée à un port physique et peut être connectée à d'autres périphériques. Non, connecter à d'autres périphériques, c'est exactement le sens opposé de ça. C'est une interface interne du routeur. Si on doit choisir entre les deux, même si tu ne sais rien, quand tu entends le mot loop, loopback ou le mot bouclage, tu comprendras directement que c'est quelque chose d'interne, que c'est quelque chose qui ne doit pas sortir de l'équipement, justement. Elle est attribuée à un port physique. Non, elle n'est pas attribuée à un port physique. C'est une interface 100% logique. C'est ce qui fait que la bonne réponse, elle est celle-ci. C'est la bonne réponse à la fois par ordre d'élimination, mais aussi parce que c'est la bonne réponse tout simplement. Quelle est la taille minimale on est où là? On est là. Quelle est la taille minimale pour qu'une trame Ethernet ne soit pas rejetée par le récepteur comme étant incomplète? Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit que si le port de switch, quand le port de switch reçoit les trames comme ça, première trame, deuxième trame, troisième trame et tout, quand il reçoit les trames qui rentrent sur le port de switch, il peut refuser les ports de trame pour différentes raisons. Et on a parlé de cela, c'était un tout petit peu en haut. Je crois dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est juste la précédente. On a dit que parmi les raisons pour lesquelles on peut refuser une trame, c'est quand la trame elle est jumbo, c'est qu'elle est très grosse, elle dépasse les 1518 octets, ou quand elle est très petite, autrement dit, elle est inférieure à 64 octets. Du coup, c'est un des deux. Et dans ce cas-là, c'est quoi la bonne réponse? On parle d'une trame incomplète. Incomplète, c'est petite. C'est ce qui fait qu'elle est inférieure à 64 octets. Du coup, on va choisir la bonne réponse ici et on va dire quand elle est inférieure à 64 octets. Alors, la dernière question, ça a eu une petite erreur ici. Après quelle étape de la séquence de démarrage, du commutateur, le chargeur de démarrage est-il exécuté? Le chargeur de démarrage est-il exécuté? La question est super mal posée. Je vous assure, même moi, j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par cette question exactement. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Quelle étape de la séquence de démarrage du commutateur, le chargeur de démarrage est-il exécuté? Le chargeur de démarrage, c'est quoi? Rappelez-vous ici, si on revient ici, on a dit qu'il y a l'autotest, le test secure,
c'est ce qu'on appelle le test post, et puis le chargeur de démarrage, bootloader, démarrage boot et loader chargeur. On l'a traduit juste en français. Le bootloader, il est là, c'est l'étape qui vient directement après l'autotest qui s'appelle le test post. Je vous ai parlé de ça à la première vidéo de ce chapitre-là. Du coup, la bonne réponse, elle est où? C'est après l'initialisation de l'UC, non. Après la localisation de l'iOS, non. Après l'initialisation du système de fichiers flash, ben non. Et puis après l'exécution post, c'est exactement celle-ci qui est la bonne réponse. Comme ça, je pense, on a terminé la totalité du chapitre 1 et je pense même que on va quand même garder ces vidéos pour le moment. Vous voyez, je change d'avis souvent dans le but de vous faire, la formation qu'elle soit la plus excellente possible. Du coup, on va voir comment on peut faire, comment on peut avancer en fonction du nombre de vidéos qu'on va réserver. Je pense que, comme je vous ai dit, tout est terminé. J'essaye de réfléchir à ce que j'ai oublié des choses dans ce chapitre. Je n'ai pas l'impression, même si vous pouvez m'écrire si vous pensez que c'est le cas. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Et à la prochaine ou au prochain chapitre aussi. Salut à tous.